Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Dreyfus. Ce soldat français d'origine juive sera accusé à tort d'espionnage. Il sera déporté au bagne de Guyane. Au-delà du fait que cet homme a vécu une injustice terrible, un débat s'installera en France. Les pour et les contre, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, avec en arrière-plan l'antisémitisme décomplexé du début du XXe siècle, qui sera aussi une des raisons pour lesquelles Hitler sera élu démocratiquement 30 ans plus tard. Parce que le devoir de mémoire est nécessaire, et qu'en ces jours troubles, il devient indispensable, parce que, comme disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Retraçons ensemble l'histoire de cet homme, des accusations à la dégradation, en passant par la déportation au bagne, et puis à sa réhabilitation. Voici l'affaire Dreyfus. Nous sommes en septembre 1894. Madame Bastian est une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne. Elle est en réalité membre des services d'espionnage français et collecte les contenus des corbeilles. Elle rapporte un bordereau au commandant Henry. Cette prise semble suffisamment importante pour qu'on en informe le ministre de la Guerre. Une enquête grossière et bancale est menée et on trouve le coupable idéal, le capitaine Alfred Dreyfus. Au tout début de l'affaire, on insiste sur ses origines alsaciennes plutôt que son appartenance religieuse. Mais l'antisémitisme, qui n'épargne pas les bureaux d'état-major, devient rapidement le centre de l'affaire d'instruction, d'autant que Dreyfus était à ce moment-là le seul officier juif étant passé récemment par l'état-major général. Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n'est compétent en matière d'analyse d'écriture à l'état-major. Entre alors en scène le commandant du paty de Clam, homme original qui se pique d'expertise en écriture. Mis en présence de lettres de Dreyfus et du bordereau le 5 octobre, Dupaty conclut d'emblée à l'identité des deux écritures. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc l'auteur probable du bordereau pour l'état-major. 10 jours plus tard, le 15 octobre 1894, au matin, le capitaine Dreyfus subit une épreuve de dictée mais n'avoue rien. Dupaty tente même de lui suggérer le suicide en plaçant un revolver devant Dreyfus, mais l'accusé refuse d'attenter à ses jours, affirmant qu'il veut vivre afin d'établir son innocence. Il est tout de même arrêté. Madame Dreyfus est informée de l'arrestation le jour même par une perquisition de l'appartement du jeune couple. Elle est terrorisée par Dupaty qui lui ordonne de garder le secret sur l'arrestation de son mari et lui affirme même un mot. Un seul, et c'est la guerre européenne. Le 29 octobre, l'affaire est révélée par Adrien Papillot dans le journal antisémite d'Édouard Drumont, La Libre Parole, marquant ainsi le début d'une très violente campagne de presse jusqu'au procès. Cet événement place l'affaire sur le terrain de l'antisémitisme qu'elle ne quitte plus jusqu'à sa conclusion définitive. Le 1er novembre, Mathieu Dreyfus, le frère aîné de Alfred, est appelé d'urgence à Paris. Il est mis au courant de l'arrestation. Il devient l'artisan du combat difficile pour la libération de son frère. Sans attendre, il se met à la recherche d'un avocat et retient l'éminent pénaliste Edgar Demange. Pendant les 2 mois précédant le procès, la presse se déchaîne. La Libre Parole, l'Autorité, le Journal, le Temps racontent toute la vie de Dreyfus au travers de récits orientés par l'état-major. C'est aussi l'occasion pour la Libre Parole, ou même la Croix, de justifier leur campagne antérieure contre la présence de Juifs dans l'armée sur le thème « On vous l'avait bien dit ».
Cette période longue est surtout le moyen pour l'état-major de préparer l'opinion et de faire pression indirectement sur les juges. Le procès s'ouvre le 19 décembre à 13 h, le huis clos étant presque immédiatement prononcé. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que l'hypothèse que le capitaine Dreyfus en soit l'auteur rencontre de très nombreuses contradictions. D'autre part, l'accusé clame son innocence et se défend point par point. Ces déclarations sont appuyées par une dizaine de témoignages à décharge. Le 22 décembre, après seulement 3 jours de procès, le verdict tombe. À l'unanimité des 7 juges, Alfred Dreyfus est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère à la peine maximale, la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne, ainsi que la dégradation militaire. Le 31 décembre, le commandant Dupaty se rend à la prison et propose à Dreyfus un allègement de sa peine en échange de ses aveux, ce que le capitaine refuse. Le 5 janvier 1895, la cérémonie de dégradation se déroule dans la cour de l'école militaire à Paris, où 4000 soldats formés en carré entourent Dreyfus, tandis que 20 000 personnes s'amassent derrière les foules, alors que les tambours roulent. Dreyfus est accompagné par 4 artilleurs qui l'amènent devant un huissier qui lui lit le jugement. Un adjudant de la garde républicaine lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus qui continue de clamer son innocence tout en levant les bras. « Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée !» Le 21 février, 2 semaines plus tard, Dreyfus embarque sur le vaisseau Ville de Saint-Nazaire. Le lendemain, le navire fait cap vers la Guyane. Le 12 mars, après une traversée pénible de 15 jours, le navire mouille au large des îles du Salut. Dreyfus reste 1 mois au bagne de l'île Royale, puis il est transféré à l'île du Diable le 14 avril. Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de 4 mètres sur 4. Hanté par le risque d'évasion, le commandant du bagne fait vivre un enfer aux condamnés alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles. La température atteint 45 degrés. Il est sous-alimenté ou nourri de denrées frelatées, pratiquement pas soigné de ses nombreuses maladies tropicales. Dreyfus tombe malade, secoué par la fièvre qui s'aggrave d'année en année. Il est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Ce qu'il écrit subit la censure du commandant. Comme les courriers échangés avec sa femme Lucie par lesquels ils s'encouragent mutuellement. Le 6 septembre 1896, 1 an et demi après son arrivée sur l'île du Diable, les conditions de sa vie s'aggravent encore. Il est mis à la double boucle, supplice obligeant le forçat à rester sur son lit immobile, les chevilles entravées. Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion lancée par un journal anglais. Pendant 2 longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir. À ce moment, il est persuadé que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine. Mathieu Dreyfus est convaincu de l'innocence du condamné. Il y mettra tout son temps, son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de décembre 1994, malgré les difficultés de la tâche. La campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste, déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France reste alors très majoritairement anti-dreyfusarde. Le commandant Henry est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. À la demande de sa hiérarchie, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. Incapable de trouver la moindre preuve, il décidera d'en fabriquer. Parallèlement, le vrai coupable de la trahison est découvert par hasard de 2 manières distinctes. Par Mathieu Dreyfus, d'une part, en recueillant la dénonciation d'un banquier, et par le service de renseignement militaire, d'autre part, à la suite d'une enquête.
Le colonel Sander étant tombé malade, le lieutenant-colonel Georges Picard est affecté à la tête du SR en juillet 1895. En mars de l'année suivante, Picard, qui avait suivi l'affaire Dreyfus dès son origine, exige désormais de recevoir directement les documents recueillis par Madame Bastian à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire. Il y découvre un document surnommé « Le Petit Bleu », une carte télégramme destinée à être envoyée via le réseau pneumatique de Paris. Celle-ci est adressée à un officier français, le commandant Ferdinand Esterhazy. Mis en présence de lettres de cet officier, Picard s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est exactement la même que celle du bordereau, qui a servi à incriminer Dreyfus. Il acquiert la certitude de l'innocence de celui-ci. Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, se demande « Qui protège le commandant Esterhazy ? La loi s'arrête. Impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ?» Bien que protégé par l'état-major et donc par le gouvernement, Esterhazy est obligé d'avouer la paternité des lettres francophobes publiées par le Figaro. Tout ceci décide le bureau de l'état-major à agir. Une solution pour faire cesser les questions et les doutes. L'idée est d'exiger d'Esterhazy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté afin de faire cesser les bruits et de permettre le retour de l'ordre. Il sera acquitté lors de son procès. Par erreur, un innocent a été condamné, mais par ordre, le coupable est acquitté. Émile Zola décide de frapper un grand coup. Il publie le surlendemain de l'acquittement, le 13 janvier 1898, en première page de l'Aurore, un article de 4500 mots sur 6 colonnes à la une. Le titre de cet article, « J'accuse ». Voici un extrait. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Les gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale, et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Le général Billot, ministre de la guerre, porte plainte contre Zola, qui passe devant les assises de la Seine du 7 au 23 février 1898. Le procès s'ouvre dans une ambiance de grande violence. Zola récolte des insultes, mais aussi d'importants soutiens et des félicitations. Il est finalement condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende, la peine maximale. Cependant, le procès Zola est plutôt une victoire pour les Dreyfusards. En effet, l'affaire et ses contradictions ont pu être largement évoquées tout au long du procès, en particulier par des militaires. La lumière sera faite sur les mensonges du commandant Henri et la création de fausses preuves. Godefroy Cavaignac, le nouveau ministre de la guerre, se résigne à demander des explications à Henri. Après 1 heure d'interrogatoire mené par le ministre lui-même, Henri s'effondre et fait des aveux complets. Il est placé aux arrêts au Mont Valérien. Il se suicidera en se tranchant la gorge avec un rasoir. 7 mois plus tard, le 26 septembre 1898, après un vote du cabinet, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation concernant l'accusation de Dreyfus. Le prisonnier n'est pas informé des événements qui se déroulent à des milliers de kilomètres de lui, ni des complots ourdis pour qu'il ne puisse jamais revenir, ni de l'engagement d'innombrables hommes et femmes à sa cause. L'administration pénitentiaire filtre les informations qu'elle juge confidentielles. À la fin de l'année 1898, il apprend avec stupéfaction la dimension réelle de l'affaire dont il ne sait rien. L'accusation de son frère contre Esterhazy, l'acquittement du traître, le commandant Henri qui a avoué et qui se suicidera par la suite.
Ce n'est que 6 mois plus tard que Dreyfus apprendra la décision de la cassation de son jugement. Le 9 juin, il quitte l'île du Diable, cap vers la France, enfermé dans une cabine comme un coupable qu'il n'est pourtant plus. Il débarque le 30 juin sur la presqu'île de Quiberon dans le plus grand des secrets. Après 5 années de martyre, il retrouve son sol natal. Le procès s'ouvre le 7 août 1899 dans un climat de tension extrême. Rennes est en état de siège. Les juges du Conseil de guerre sont sous pression. Esterhazy, qui a avoué la paternité du bordereau, est en exil en Angleterre et Dupaty s'est fait excuser. Dreyfus apparaît, l'émotion est forte. Son apparence physique bouleverse ses partisans et certains de ses adversaires. Malgré sa condition physique dégradée, il a une maîtrise complète du dossier, acquise en seulement quelques semaines. Tout l'état-major témoigne contre lui, sans apporter aucune preuve. Le mois suivant, le 9 septembre, la Cour rend son verdict. Dreyfus est reconnu coupable de trahison, mais avec circonstances atténuantes, par 5 voix contre 2. Condamné à 10 ans de réclusion et à une nouvelle dégradation. Les réactions en France sont vives, faites de stupeur et de tristesse dans le camp révisionniste. Pourtant, d'autres réactions tendent à montrer que le verdict d'apaisement rendu par les jugements est compris et accepté par la population. Des manifestations anti-françaises ont lieu dans 20 capitales étrangères. La presse est scandalisée. Le gouvernement est acculé. Préférant éviter un 3e procès, le 19 septembre 1899, il décide de le gracier. Dreyfus n'est pas pour autant innocenté. Le 29 septembre 1902, 3 ans plus tard, Émile Zola, l'initiateur de l'explosion de l'affaire et le plus en vue des intellectuels dreyfusards, meurt asphyxié par la fumée de sa cheminée. Son épouse, Alexandrine, en réchappe de justesse. C'est le choc dans le clan des Dreyfusards. Cette même année, les élections ont vu la victoire de la gauche. C'est Jean Jaurès qui est réélu et qui relance l'affaire le 7 avril 1903, alors que la France la pensait enterrée. Dans un discours, il évoque la longue liste des faux qui parsèment le dossier Dreyfus. Devant ces nouveaux faits, le général André, nouveau ministre de la guerre, mène une enquête à l'instigation d'Émile Combes, assisté de magistrats. L'enquête est menée par le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre. À l'occasion de perquisitions au service de renseignement, il découvre de très nombreuses pièces dont la majorité sont visiblement fabriquées. En novembre 1903, un rapport est remis au garde des Sceaux par le ministre de la Guerre. C'est le début d'une nouvelle révision, dirigée par l'avocat Ludovic Trarieux, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, avec une enquête minutieuse qui s'étendra sur 2 ans. Les années 1904 et 1905 sont consacrées aux différentes phases judiciaires devant la Cour de cassation. Le rapport démontre que l'écriture est bien celle de Esterhazy, ce que ce dernier a d'ailleurs avoué entre-temps. Le 9 mars 1905, le procureur général Baudouin rend un rapport de 800 pages dans lequel il réclame la cassation sans renvoi et fustige l'armée. Il faudra attendre 1 an, le 12 juillet 1906, pour que la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu à Rennes en 1899 et prononce l'arrêt de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Dreyfus est libéré et enfin innocenté après 11 ans de calvaire. Il est réintégré dans l'armée avec le grade de commandant le 13 juillet 1906. Alors qu'il pouvait légitimement prétendre au grade de lieutenant-colonel, ces 5 années de déportation et d'incarcération ne sont pas prises en compte pour la reconstitution de sa carrière. En raison de son âge, cette réintégration incomplète brise son espoir d'atteindre à terme le grade d'officier général. Il demande donc à contre-cœur sa mise en retrait en juin 1907. Le 4 juin 1908, l'année suivante, à l'occasion du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon, Dreyfus est la cible d'un attentat. Louis Grégory, journaliste d'extrême droite, tire 2 coups de revolver et le blesse légèrement au bras. Il s'agissait pour l'Action française de perturber au mieux cette cérémonie en visant, selon eux, les 2 traîtres, Zola et Dreyfus.
mais aussi, toujours selon eux et leur logique bancale, de refaire un procès Dreyfus, une revanche en quelque sorte. Le procès aux assises de la Seine, d'où Grégory sort acquitté, dernière d'une longue série de fautes judiciaires, est l'occasion de nouvelles émeutes antisémites que le gouvernement réprime mollement. Officier de réserve, Dreyfus sera mobilisé pendant la Première Guerre mondiale en tant que chef d'escadron d'artillerie. Il est affecté à l'état-major de l'artillerie du camp retranché de Paris, puis, à partir de 1917, au parc d'artillerie de la 168e division. Il participe au combat du chemin des Dames et de Verdun. En septembre 1918, il est élevé au grade de lieutenant-colonel et le 9 juillet 1919, promu officier de la Légion d'honneur. Après la Grande Guerre, prématurément vieilli, il mène une vie paisible dans son appartement parisien entouré de ses proches. Souffrant pendant plusieurs mois, il part en Suisse se faire opérer. À son retour, il reste alité, soigné par son gendre médecin, et meurt le 12 juillet 1935. 29 ans jour pour jour après que la justice française l'ait complètement innocenté. Il est inhumé au cimetière de Montparnasse le 14 juillet 1935. Peu de temps avant sa mort, Alfred Dreyfus avait résumé ainsi sa vie à son petit-fils. Je n'étais qu'un officier d'artillerie qu'une tragique erreur a empêché de suivre son chemin. J'ai écrit ce récit en me servant de l'outil Internet. J'espère qu'il vous aura plu. Au-delà de cette terrible histoire, n'oublions jamais que la tolérance est la clé de tout. Loin de moi l'idée de vouloir donner des leçons, mais le seul tort qu'avait Alfred Dreyfus pour l'armée française et pour une partie de l'opinion publique était qu'il était juif. Vivons ensemble, acceptons nos différences, regardons dans la même direction, pour paraphraser Saint-Exupéry, au lieu de nous tourner le dos. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.